Bonjour à tous, bienvenue sur All New Join Podcast numéro 102. Moi c'est Plax et je suis dans le noir, mais je vais vous raconter tout ça. Les temps sont durs. On va parler aujourd'hui de la bye week et on va profiter de cette bye week pour parler de tout ce qui s'est passé sur cette saison jusqu'à maintenant et puis essayer d'envisager un petit peu l'avenir. Et pour ça, on a comme d'habitude fidèle au poste Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Salut tout le monde. Eh ben écoute, alors moi déjà j'ai de l'électricité donc forcément ça va bien. Mais surtout cette bye week c'était l'occasion de voir les Eagles se prendre une branlée par les 49ers. Ça n'arrive pas souvent donc on profite de ce petit plaisir autant que possible. Ouais, et ils ont vraiment pris une branlée et en fait je me rends compte que je suis plus content que Sirianni est perdu que vraiment les Eagles. C'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment Sirianni que je vise et j'en peux vraiment plus de ce gars-là. Et on a avec nous Niti qui, bien sûr, dès qu'il faut parler de draft, est toujours dans le coin. Comment ça va, Niti ? Salut Plaque, salut Thiergo, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Je t'avoue que les Eagles qui perdent, ça fait toujours plaisir, surtout de voir Sirianni en train de galérer à chercher des solutions, c'était toujours jouissif. Mais sinon, cette semaine de saison régulière en NFL, c'était pas la meilleure, c'est peut-être la pire qu'on a vécu ensemble. Mais bon, heureusement il n'y avait pas les Giants. Non, et quand même, devoir jouer les Jets et devoir jouer les Patriots, ça met un peu de baume au cœur. On se dit, et donc il y a quand même plus nul que nous en attaque pour le coup, parce que ils ont vraiment du mal aussi. Et des scores de 6-0, des trucs comme ça, c'est bizarre quand même. C'est pas souvent. Et pourtant, cette année, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de matchs où il y a des petits scores quand même, alors qu'on dit souvent, oui, ça priorise l'attaque, machin. J'ai l'impression que cette année, les attaques sont un peu plus en galère. On regarde les copains de Mahomes aussi, côté Kansas City. C'est pas ouf non plus en attaque cette année. Je sais pas. Et puis d'un autre côté, t'as des Miami qui mettent 70-0. Enfin, c'est très bizarre. Elle est très bizarre cette saison. Avant qu'on commence à parler du coup et faire un petit bilan de bye week, je voudrais juste remercier tous les gens qui participent ou qui ont participé ou qui vont participer au Patreon. Merci pour le soutien. Alors malheureusement, je j'ai pas la liste sous les yeux, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, mais n'hésitez pas, vous savez que vous avez la possibilité de faire via Patreon un don et soit sur un versement et puis vous arrêtez l'abonnement directement, soit à verser je crois que c'est tous les mois et de soutenir régulièrement. Alors vous choisissez évidemment le montant du don. Dans tous les cas, ça nous permet d'assurer ce podcast et d'assurer même quand on n'a pas d'électricité, car voilà, je vous le disais, c'était un peu la galère chez moi en ce moment. Sachez que il y a des coupures de courant dans la ville et du coup j'ai tout arrêté et je tiens sur la batterie de mon téléphone portable et la batterie de mon ordi et donc je suis en 5G sur mon téléphone portable. Bref, c'est pas du tout les conditions idéales. J'espère que le résultat sera quand même au rendez-vous et on va essayer de faire en sorte que la batterie tienne suffisamment. Normalement, je dois bien avoir 2 heures de batterie sur mon ordi, donc je pense que je suis tranquille. Par contre, c'est sur un fil, ça va être mission impossible avec le téléphone, je suis à 27%. Bon, et on va voir s'il tient bien aussi ou pas. On va y arriver, mais on va créer un onglet spécial dans le Patreon qui s'appelle offrez un générateur à Plax parce que manifestement l'électricité du côté mais attends, chez tu toi, sais que mec, en plus, j'ai flippé parce que en ce moment je suis en train de regarder une série qui fait un peu flipper et bref, je monte dans mon bureau en me disant allez, je vais commencer à préparer le podcast et d'un coup il y a la lumière qui commence à grésiller comme ça partout. Je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je suis en train de me faire attaquer. Et en fait non, c'est dans tout le quartier, donc voilà, il y a pas que moi, donc tout va bien. Bon, bref, après désolé, j'ai activé mon téléphone. Bref, c'est pas grave, c'est l'épisode des galères du direct technique, voilà. Du direct enregistré. Alors, j'ai prévu un petit filet avec quelques questions à vous poser. On va faire comme si vous étiez les deux invités, et puis je vais surtout récupérer vos avis sur sur les questions que je vais vous poser. Donc, on va parler évidemment de cette saison jusqu'à maintenant, et c'est d'ailleurs ma première question. Donc, je connais un petit peu vos avis, évidemment, et puis vous allez pas me dire que vous êtes très satisfait de la saison, je m'en doute aussi. Mais globalement, voilà, c'était la première question, c'est d'avoir vos avis à vous sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et je retiens quand même que il y a eu la conférence de presse de Joe Schoen qui, lui, évidemment, les journalistes lui ont posé la question, lui demandant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes là, est-ce que vous êtes satisfait ou pas. Bon, ça, évidemment, il va pas dire oui, lui non plus. Mais en gros, lui, ce qu'il dit, c'est que
après le premier drive où ça se passait plutôt bien contre les Cowboys du premier match, où on remonte le terrain et finalement il y a un faux départ d'Andrew Thomas et à partir de là tout a snowball comme il a dit, et il dit qu'en gros les Giants ont creusé un trou et ils ont eu beaucoup de mal à en ressortir et qu'ils en sortent à peine avec ces 2 victoires qui viennent d'avoir lieu, mais bon c'est pas contre les adversaires les plus difficiles de la NFL. Donc je vais prendre vos avis, je vais commencer par Nitti parce que Gauthier j'ai souvent entendu le tien et je le connais, mais tu vas quand même nous dire un peu et faire un petit peu ton bilan. Toi Nitti, qu'est-ce que t'en penses de cette saison? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que comment tu vois les choses sur ce qui a pu se passer sur ces premiers matchs? Alors, dire que j'attendais le contraire, ce serait mentir. Mais attendre à ça, ça serait mentir également parce que franchement, je m'attendais pas, notamment à un début de saison aussi catastrophique. Parce que moi, pour te dire, avant la bye week, je voyais un bilan à l'équilibre pour notre équipe. Donc, il y a 12 matchs, donc 6 victoires, 6 défaites, ou 5 victoires, 7 défaites. On a eu un calendrier très compliqué en début, avec notamment les Dolphins, les Bills qu'on a fait battre, les 49ers, les Cowboys donc. Et puis après, on a une série de matchs, on va dire, un peu plus abordables, avec les Commanders, qui est notre victime préférée, et puis les Jets, les Raiders et les Patriots, donc qui ont été des adversaires abordables, sauf que il y a eu des circonstances atténuantes. J'en ai parlé ici sur ce podcast de la blessure de Daniel Jones, que ça va peut-être tout changer pour l'avenir à court terme de l'équipe, et on en parlera tout à l'heure. Mais cette saison, malheureusement, est-ce qu'on peut la qualifier de décevante? Oui, on peut dire ça, décevant. Est-ce qu'on peut dire que c'est catastrophique? Je ne pense pas pour le moment, parce que il nous reste tout de même donc 6 matchs cette saison. On est toujours en course pour les playoffs, hein, on va pas on va pas le nier, C'est vrai. même si bon, je pense qu'on va pas se mentir entre nous, ça risque d'être compliqué, surtout dans une conférence NFC qui est assez relevée. Et surtout qu'on doit encore jouer 2 fois les Eagles. Alors, tu as dit quelque chose qui était intéressant. Tu as dit les Bills, on a failli les battre. Et je rajouterais aussi les Jets, on aurait dû les battre. Les Jets, on menait, on a fait de la merde et on s'est fait remonter alors qu'on devait gagner ce match-là. Et les Bills, je vous rappelle que on a un drive où on est dans la red zone adverse et il y a une passe interférence qui n'est pas sifflée, donc où on aurait peut-être pas marqué, mais Ouais, sur bon, Darren en tout Waller. cas, on aurait peut-être pu faire autre chose sur Darren Waller. Et si je dis pas de bêtises, je pense que si on gagne ces matchs-là, je suis un peu perturbé là, mais le compte, ce serait 6 victoires, 6 défaites actuellement, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ce que je disais. Et donc là, c'est plus la même histoire. Si on Ouais. est à 6-6 maintenant, on se dit, bah, c'est un peu la saison à laquelle on s'attendait finalement. C'est ça. Et donc, pour 2 faits de jeu un petit peu et 2 petites, maladresses qui l'année dernière étaient plutôt à notre avantage, et ça, on l'a rappelé, hein, c'était l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs qui étaient comme ça, un peu sur le fil du rasoir, où ça penchait toujours un petit peu à chaque fois en notre faveur. Et bien là, malheureusement, au lieu d'être à 6-6, on est à 4-8 et c'est pas du tout le même bilan. Thiago, ton avis, toi, sur est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit et comment tu vois les choses depuis le début de saison? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nitti. En effet, hein, je vous rejoins, le bilan devrait être plus proche de l'équilibre, 6-6 ou 5-7, certainement pas 4-8. On s'attendait à une saison difficile vu le début de calendrier qui était euh, très très relevé, mais aucun d'entre nous ne pensait qu'on allait se prendre un 40-0 dès le premier match contre les Cowboys. Euh, on pensait pas forcément les battre, hein, on était réaliste concernant les matchs, les Cowboys, les 49ers, les Seahawks et les Dolphins avant la saison, on disait ouais, ça peut jouer, et puis en fait on s'est vite rendu compte que les Dolphins, ils étaient sur une autre planète. Et puis il y a eu aussi des matchs comme les Seahawks ou les Raiders qu'on aurait dû a priori gagner, qui étaient à portée des Giants. Les Seahawks, on s'est fait aplatir, et les Raiders qui étaient dans la tourmente ont eu Antonio Pierce qui est arrivé comme head coach, qui a rassemblé tout le monde et qui nous ont aussi mis une pâtée. Alors c'est aussi le match où on perd Daniel Jones pour toute la saison. Donc en fait, dans les défaites, ça a été extrêmement dur parce que on l'a vu que les Giants offensivement n'allaient nulle part. Défensivement, il y a eu des matchs où c'était un peu la cata et du coup on a aussi
pas mal entendu parler de tensions entre Brian Daboll et Wink Martindale. Mais après, il y a eu en effet des choses auxquelles on s'attendait. On s'attendait à sweeper les Commanders, on les a sweepés. Ça nous permet au moins d'avoir quelques victoires. Et les Jets, moi, je dois dire que en début de saison, je m'attendais à ce qu'un match contre les Jets avec Aaron Rodgers soit assez compliqué. Ils ont perdu Aaron Rodgers dès le premier match, même dès la première série, et leur saison se révèle être encore plus catastrophique que la nôtre. Alors, en effet, c'est peut-être pas catastrophique du côté des Giants, mais c'est quand même très inquiétant quand on voit surtout l'état de l'attaque et l'état de la ligne offensive qui est le principal coupable, je pense, dans cette équipe. Ouais, on l'a dit plusieurs fois, l'état de l'attaque pour moi est complètement dépendant de l'état de la ligne offensive. Et Joe Shane d'ailleurs l'a rappelé, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais dans sa conférence de presse il l'a rappelé. Il y a eu un certain nombre de blessés, un certain nombre de combos, de possibilités Il a dit de 9 ligne offensive. titulaires. Ouais. C'est ça, 9 titulaires et en 21 tout. combinaisons différentes. Ce qui est le quatrième plus haut élevé des 15 dernières années. Enfin bref, c'est assez flagrant que effectivement c'est très difficile. Et oui, on peut critiquer cette O-line, mais l'an dernier, elle a été, on va dire, correcte parce qu'elle a été régulière dans ses joueurs et on n'a pas dû changer à chaque journée. Et il expliquait un truc, Joe Shane, un truc assez incroyable, c'est qu'il dit, à un moment donné, on a quand même dû aller chercher le quatrième dans la liste pour jouer les tackles, et il dit, en général, ça, c'est ce qu'on fait quand on est au quatrième quart-temps d'un match de pré-saison où on veut faire tourner l'effectif. Donc il dit, c'est très difficile de se préparer à ça, enfin, voire même impossible, tu peux pas te dire, tu auras autant de blessés que tu devras aller chercher autant profondément dans ton effectif. Donc bon, voilà, c'est forcément, ça nous retombe dessus, et j'ai l'impression que tout, encore une fois, snowball un peu à partir de cette ligne offensive qui, effectivement, ne laisse peu de temps à son quarterback, et on le voit quand on tombe sur un Tommy DeVito qui est rookie, qui au moins n'a pas peur, donc il se fait cartoucher plusieurs fois par match, il fumble pas le ballon, mais on voit que dès qu'il tient le ballon un peu trop longtemps, eh bien la pression arrive assez vite, et c'est un petit peu compliqué. J'ai envie quand même d'avoir une petite note positive parce qu'il y a quand même des choses positives dans cette équipe. Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux joueurs là qui, pour vous, depuis le début de saison, sont des lumières un peu, on va dire, et soit des bonnes surprises côté rookie, soit des consécrations de joueurs un peu plus vétérans. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête comme ça, vous vous dites, bah là c'est quand même cool d'avoir ces mecs-là sur qui on peut compter. Gauthier, je te laisse commencer. Écoute, en fait, en début de saison, on voyait vraiment du positif nulle part. Parce que Andrew Thomas était blessé, Daniel Jones n'arrivait à rien faire, Saquon Barkley était blessé, donc là je parle que de l'attaque. Et puis côté défense, on avait un Dexter Lawrence qui était en fait enterré par des doubles, voire des triple teams, même si en fait on n'arrivait pas forcément à voir son impact. Et on ne voyait pas non plus d'impact positif, enfin en tout cas de performance positive de joueurs comme Kayvon Thibodeau et Bobby Okereke. On a beaucoup râlé sur Bobby Okereke qui ne faisait rien, qui nous coûtait très cher. Et donc ça a été le premier mois. Et puis après, ça a changé. Voilà. Et alors, j'ai un peu de mal à me décider entre Bobby Okereke ou Kayvon Thibodeau. Mais je dirais, juste parce que... Oui, bon, enfin... Mais tu vois, si je devais en placer un, je dirais... Kayvon Thibodeau qui maintenant, si les comptes est bon, en est à 11 sacs. C'est la première fois qu'on a un joueur qui atteint les 11 sacs depuis Jason Pierre-Paul. Encore une fois à vérifier, mais il me semble que j'ai lu ça sur Twitter. Ouais, j'ai vu un truc je crois qu'il y a plus de 10 sacs. Bobby Okereke est pas très loin derrière. Ouais, bien, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Très bon choix. Niti, toi, je pense que tu vas aussi aller vers la défense. C'est vrai que c'est un peu plus simple puisque c'est quand même l'escouade qui est un peu plus en forme, on va dire. Bah forcément, avec comme disait bien Thiago, un Kayvon Thibodeau dans le top 10 des meilleurs défenseurs au nombre de sacs. J'aimerais aussi mettre l'accent sur deux autres joueurs de la défense. Le premier, c'est l'autre linebacker, Micah McFadden, qui est une vraie révélation cette saison, aux côtés de Bobby Okereke, justement. Le deuxième, c'est le cornerback rookie, Deontay Banks, qui est pour moi une belle satisfaction, même si, bon, sur certains matchs, et c'est normal, tu vas me dire, il se fait parfois
on va dire mangé par le receveur. Voilà, quand tu affrontes des Tyreek Hill ou des Deebo Samuel ou des Terry McLaurin cette saison, bah ça te forge une expérience. Mais il n'a pas été mauvais. 2 interceptions, quand même pour un rookie, c'est déjà très bien. Bien sûr, il y a toujours les tauliers comme Dexter Lawrence notamment, un Jihad Ward intéressant. Mais c'est vrai que voilà, la défense est vraiment, est vraiment en pleine forme depuis quelques semaines. On n'encaisse pas beaucoup de points depuis quelques semaines également. Mhm, Donc, mhm. à continuer. Voilà, effectivement, bah, Kevin Thibodeau, et on le savait qu'il allait être une star, hein, comme on dit, à sa sortie d'université. Bah, il est à la hauteur de nos espérances. Ouais, alors il y en a qui le qualifiaient déjà de bust, hein, je vous rappelle, l'année Ouais, dernière quand mais même. Donc, ça, c'est normal mais pour toute saison rookie ratée, on va dire, entre guillemets. oui, Voilà. ouais, je suis d'accord. Bon, alors ce sera intéressant, mais qu'on fasse un point plus tard sur ça, Bien évidemment, parce que sûr. là c'est trop tôt. Mais j'ai l'impression quand même qu'on se situe. Là, je pense plutôt un peu plus largement sur les drafts de Joe Shane, mais il y a quand même des bons picks, à part Evan Neal là, qui tout de suite est décevant, mais des Cordell Flott ou ce genre de joueurs où on se dit bah ils sont quand même impactants et voilà, on fera le bilan évidemment d'ici peut-être l'année prochaine, on pourra commencer peut-être à tirer un premier bilan, mais voilà, il y a quand même des joueurs qui sont en train de monter et presque devenir des stars, hein. Tu parlais du linebacker McFadden, c'est un mec qu'on n'attendait pas beaucoup et qui devient un titulaire incontestable et qui se tape, enfin un mec comme ça qui tape des notes PFF à plus de 90 plusieurs fois de suite, c'est quand même assez ouf. Alors encore une fois, à chaque fois qu'on parle de PFF, on prend un petit peu avec des pincettes, mais il y a quand même une corrélation par rapport à son niveau et c'est super intéressant. Ok, bah merci pour ces analyses. Je vais vous poser une petite question maintenant un peu plus d'actualité, puisqu'on a vu aujourd'hui au moment où on enregistre ce podcast, et ils l'ont dit, il est plus sur Injured Reserve, il revient dans le roster. C'est notre ami Tyrod Taylor. Alors on a un tout petit peu évoqué le truc, donc je vais commencer par toi Niti, puis on verra Gauthier si t'as changé d'avis ou pas. Qu'est-ce que tu ferais toi Niti là si t'étais en position de coach, puisqu'on va rencontrer les Packers la semaine prochaine? Est-ce que tu alignes Tyrod Taylor ou est-ce que tu laisses Tommy DeVito et pourquoi? Comment tu justifies Bah ça? alors, faut savoir, si on prend d'un point de vue, un joueur désigné pour entrer dans l'effectif, il a 21 jours ensuite pour intégrer l'effectif final, hein. Donc, il Mhm. n'est pas encore dans l'effectif final à l'heure actuelle, mais là, c'est trop tôt. C'est trop tôt contre les Packers. Donc, pour moi, Tommy DeVito devrait de nouveau être titulaire. Je ne prendrais pas le risque de mettre, même pour te dire la vérité, je me prendrais même pas le risque de le mettre doublure, parce que c'est Matt Barkley, la doublure, et Tyrod Taylor en tant que troisième quarterback, peut-être intégrer l'effectif final, mais en tant que troisième quarterback. Et si il était revenu à 100%, là, mettons, il est à 100%, qu'est-ce que tu fais? T'as le choix entre les deux joueurs qui sont à Ouais, 100% tous les deux. pour plus tard. Bah, en fait, là, dans une dynamique, on va dire, d'équipe, je pense que les receveurs, et notamment un certain Jalin Hayat, s'est habitué au lancer de Tommy DeVito. Ouais, Parce ouais. que si c'est Tyrod Taylor qui est le quarterback, alors là je parle que du point de vue de Jalin Hayat, mais je parle aussi de d'autres joueurs. Par exemple, on a vu beaucoup Darius Slayton, on a vu Wandale Robinson, on a vu Daniel Bellinger aussi, le Titan qui remplace Darren Waller. Donc ça a changé. En plus, tu vois, on sent une certaine complicité avec Saquon Barkley, notre star en attaque. Donc, Ouais. honnêtement, moi, je pense que même, enfin, je serais prêt à mettre ma main à couper que Tony DeVito pourrait peut-être finir la saison en tant que titulaire. Je vais même plus loin. Ouais, c'est Et je pense possible. que c'est clé, justement, ce point que tu soulèves de dynamique d'équipe. Parce que si tu regardes en talent pur, pour moi, il y a pas photo, Tyrod Taylor est au-dessus de Tommy Ah DeVito. ouais, ça, je suis Tommy d'accord. DeVito Tommy DeVito, en fait, a eu un bon match contre les Patriots. Alors, je sais pas si vous regardez sur YouTube QB School de l'ancien backup NFL JT O'Sullivan. C'est super intéressant parce qu'en fait, il revoit des quarterbacks de NCAA, de NFL, et il a fait une vidéo sur Tommy DeVito où en fait, il va parler de gros plays, de trucs super positifs, mais il va aussi parler des plays négatifs, et il va dire ah bah tiens, cette balle elle aurait dû être passée plutôt un peu là, comme ça il aurait pu courir, ou là il a loupé tous les joueurs qui étaient ouverts. Donc en fait on voit qu'il y a quand même des lacunes chez Tommy DeVito. Par contre, en effet,
La dynamique d'équipe actuellement, elle est très très bonne. Le plus gros fan de Vito, c'est Saquon Barkley qui, d'après les beatwriters, dès le moment où De Vito a dû prendre la relève, il était derrière lui, il le soutenait parce qu'en fait, il savait très bien que tu pouvais pas regarder le rookie en disant bon bah j'espère que tu vas pas déconner. Non non, il a eu une attitude ultra positive et au moins De Vito, et c'est peut-être parce que justement c'est un rookie, il y a une certaine insouciance où en fait il va tenter des Ouais. passes que des vétérans vont peut-être se dire je suis pas très sûr de ce receveur donc je vais pas y aller. Et justement toute la saison on a dit mais il faut envoyer à Jalen Hurts, et on l'a vu contre les Patriots, 5 réceptions, 109 yards, enfin c'était un kiff. Et moi j'aimerais bien justement voir cette saison un TD de Jalen Hurts, ce serait beau quoi. Et, Ouais, il a pas encore fait TD Jalen Hurts si je dis. Non, Si pas, je dis pas de non, touchdown. pas Non, encore, non, pas non, encore. non. Mais en même temps, tu dis, c'est vrai il est insouciant, mais en même temps, il prend des risques mesurés tout le temps. Il va pas, je l'ai pas vu lancer en triple coverage comme j'ai pu voir des Mac Jones contre nous qui se fait intercepter parce qu'il fait n'importe quoi. Donc il a une certaine maturité quand même, mais c'est vrai que il a cette petite insouciance, ou même je trouve qu'il attend vraiment longtemps avant de lâcher le ballon, là où d'autres QB, je me souviens, Eli Manning en fin de carrière, bon, il avait tendance à un petit peu balancé parce qu'il en avait peut-être aussi un petit peu plein les bottes de se faire découper à chaque fois qu'il tenait le ballon plus de 3 secondes et demie. Donc voilà, ça il en est pas là De Vito, il est en début de carrière, il a pas peur et ça se voit, il est plein de confiance et ça recoupe ce que vous disiez il y a 2 secondes, c'est que voilà, ça déteint un peu sur l'équipe qui pour l'instant se bat pour lui et avec le fameux petit signe là avec les doigts là, le petit signe italien là, Ouais, Ouais. l'italienne. Ouais. Ouais, à l'italienne, Et- ils et- sont et- bien, ça a bien mordu ce truc-là, et voilà, il y a une petite hype quand même de Vito en ce moment, c'est vrai. Et aussi, un autre point qui est important pour Joe Shane. Joe Shane n'a pas arrêté de dire il va falloir qu'on fasse quelque chose l'année prochaine pour le quarterback, on en parlera un peu plus tard. Il dit, et il n'a pas arrêté de répéter le seul quarterback que j'ai sous contrat l'année prochaine, c'est Tommy. Et c'est important Bah, parce que. Daniel Jones, mais qui est blessé. Et Daniel Jones, mais qui est blessé, tout à fait. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que le seul quarterback en bonne santé qu'il Ouais. a sous contrat l'année prochaine, c'est Mhm. Tommy DeVito. Et c'est Mhm. important parce que tu gardes Daniel Jones ou que tu prennes un quarterback, et on en parlera plus tard, pour 2024, tu vas aussi avoir besoin d'un quarterback 2. Donc, avoir Tommy DeVito sur le terrain, c'est une bonne manière de l'évaluer. Là, en fait, on est quelque part, on est en mode pré-saison 2020, Ouais, 2024. ouais, c'est clair. Donc, Ouais. on veut quand même gagner des matchs. L'équipe est clairement en train de montrer qu'elle n'a pas envie de tanker. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, même si en fait on loupe le premier pick. Donc, c'est pour les coachs important d'avoir Tommy DeVito sur le terrain pour lui donner de l'expérience, l'analyser, voir ce qui va pas, et puis c'est comme ça qu'il progressera. Ouais, je suis d'accord. Et tant que ça se passe bien, il n'y a pas de raison de faire autrement. S'il nous fait un match catastrophique, effectivement, on pourra réfléchir à éventuellement faire autrement. Mais bon, on va voir ce que nous réserve Dabble et dès que Tyrod Taylor sera en forme, ce qui peut être le cas potentiellement. Hein. Rien ne dit qu'il va pas être aligné ce week-end, donc on verra ça. Troisième question que je voulais aborder avec vous, puisqu'on a parlé tout à l'heure des points positifs. Et puis là, je voudrais commencer à aborder un petit peu la draft, puisque il y a forcément des trous dans notre roster. Qu'est-ce que vous voyez à l'heure actuelle là comme, alors il y en a qui vont nous apparaître comme des évidences, mais comme gros trous dans ce roster, et là où il faudrait essayer de combler au mieux, au plus vite, et là où il y a le plus de boulot peut-être. Thiago, je te laisse commencer sur cette question. Alors, c'est avec la blessure de Daniel Jones, beaucoup de gens vont se dire quarterback, c'est le besoin numéro 1, mais il y a aussi la ligne offensive qui est un très très gros besoin. Alors maintenant, la question c'est dans quel ordre tu les abordes. Je pense que ça va beaucoup dépendre de notre position à la draft. Si on avait été dans le top 5 de la draft avec un Daniel Jones qui s'est fait les croisés, qui a beaucoup peiné cette saison, c'était pas entièrement de sa faute, hein, mais il a beaucoup peiné cette saison, on lui a reproché à des moments de pas lancer le ballon sur des joueurs qui étaient démarqués, etc. Si on était dans le top 5, j'aurais tendance à dire allons vers le poste de quarterback, sachant très bien qu'on va garder de toute manière Daniel Jones pour 2024. Vu son contrat, on ne pourra pas le libérer, personne ne tradera pour Daniel Jones, donc en fait on est de toute manière avec Daniel Jones pour 2024.
Mais si on est top 10, top 15, ce qui a l'air d'être notre positionnement pour le moment, euh, là, je privilégierais plutôt la ligne offensive pour trouver un autre tacle, bouger Evan Neal en garde, parce que cette partie de l'attaque a clairement besoin d'aide. Ce que a dit Joe Shane, c'est que ça n'arrivera pas. Hein. Il veut pas bouger Evan Neal pour l'instant en garde. Oui, mais il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Hein. Je veux dire, si voilà, je comprends très bien qu'il dise ça parce que c'est son pic et que il a dit ouais, on a regardé à nouveau son film d'Alabama, on sait qu'il est capable de faire certaines choses, il faut qu'il travaille dessus. Ok, très bien, mais là, ça fait 2 ans que il nous fait les mêmes bêtises. Alors, est-ce que il y a aussi quelque chose à revoir du côté du coaching? Je ne sais pas, on verra à l'intersaison, mais si milieu de saison 2024, ça fonctionne toujours pas, ben, il va forcément se poser la question de est-ce qu'on bougerait pas Evan Neal en garde, ce qu'on aurait dû faire avec Eric Flowers Ouais. il y a plusieurs saisons. Hein, et on a vu que Eric Flowers, quand il est passé chez les Commanders et qu'il était en garde, ça se passait beaucoup mieux pour lui. Donc Ouais. je comprends le positionnement de Joe Shane, mais voilà, c'est plus le commentaire global de dire si on est top 10, top 15, allons plutôt vers la ligne offensive. Mais Joe Shane a bien entendu dire, il a dit on prendra le meilleur joueur disponible, ce qui est une non-réponse. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, juste sur ça, et je l'avais dit au dernier podcast, on a déjà beaucoup de O-line jeunes et j'irais pas trop vers un O-line, en tout cas pas dans les premiers tours et dépenser des gros pics encore sur des O-line. J'irais plus les chercher à la free agency. J'irais plus chercher de l'expérience, on va dire. Niti, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vois les mêmes problèmes que Thiergo? Ou est-ce que tu irais plutôt renforcer d'autres escouades? Ou est-ce que c'est vraiment le QB et ligne offensive qui sont a priori les deux plus gros manques flagrants? Bah justement, là je serais pas tout à fait d'accord avec ce que dit Thiago, même si effectivement ça s'entend, hein, de prendre un quarterback ou un joueur de ligne offensive, dès notre premier tour. Puisque, là, bon j'ai regardé un peu, hein, tout de même, hein, la liste des joueurs de ligne offensive qui vont potentiellement s'inscrire à la draft, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc ça peut se trouver au deuxième tour, sachant qu'on a 2 choix au deuxième tour. Par contre, des receveurs de qualité, il y en a pas mal, dans cette classe de draft, en tout cas pour l'an prochain. Donc, je serais pas surpris si Joe Shane mise sur un receveur numéro 1 pour épauler Jalin Hyatt pour avril prochain. Puisque en fait, alors Evan Neal, quand tu disais Thiago, ouais, non c'est pardon Plax, tu disais ça va pas arriver qu'il va changer de poste de tackle droit. Je pense qu'il parlait de cette saison. Mais par contre pour la saison Ouais, prochaine, je suis d'accord avec toi. par contre pour la Ouais. saison prochaine, si ça marche plus, comme disait Thiago, il faut le bouger. Et là par contre, ça peut peut-être tout changer et donc on va probablement prendre un joueur de ligne offensive avec notre premier tour. Mais si j'étais en GM des Giants pour 2024 et avec la position on est en numéro 7 à l'heure où on se parle aujourd'hui, je pense que j'irais plus vers un receveur. Parce que il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, il y a beaucoup de joueurs qu'on a draftés mais qui n'ont pas forcément confirmé. Donc, pour moi, il faut donner une cible. Alors, tu vois, là, c'est Tommy DeVito le titulaire. Après, qui ça va être l'an prochain? Est-ce que ça va être un quarterback drafté ou si ça va être un quarterback à la free agency? Ça, je ne saurais pas. Mais en tout cas, moi, je pense que je vais prendre un playmaker au premier tour et les gros playmakers se trouvent au poste de receveur. Et je suis seul à penser là que encore prendre un O-line haut dans la draft et jeune, c'est pas forcément la bonne solution et que ce serait mieux d'aller chercher un vétéran. J'ai l'impression qu'il y a que moi Bah, qui ai en cet fait, avis-là. moi, je serais plutôt de cet avis-là également. Mais après, si tu mises sur un mec expérimenté, mais qui fait aussi, aussi un peu n'importe quoi, on en a déjà fait, hein, sous David Gettleman, avoir signé des joueurs de O-line et qui faisaient n'importe quoi. Jason Donc, Butler. ouais, voilà. Donc ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ça, en fait, faut trouver la carburation juste, hein, entre avoir un joueur de ligne solide et le signer, on va dire, un gros contrat. Par exemple, là, c'est ce qui se passe aux Denver Broncos. Mike McGlinchey, bon, on va pas se mentir, il est très 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 moyen.
Et Denver, limite, s'en veut là, maintenant, aujourd'hui. Et j'ai pas envie que les Giants se retrouvent dans la même situation que Denver, à mettre un gros contrat sur un tackle droit qui a peut-être été meilleur dans une meilleure équipe. En l'occurrence, là, pour Mike McGlinchey, c'était les 49ers. Ouais, moi j'ai l'impression quand même que t'as moins de risques d'aller signer un mec vétéran où t'as plein de films de lui en NFL et t'es capable de, si tu sais analyser, de dire il a surjoué, il était dans une équipe qui était trop forte et c'est pas son vrai niveau, qu'un mec qui a joué qu'en NCAA où tu mises sur l'avenir sans vraiment l'avoir vu jouer en NFL. Bah, je sais En pas. fait, Peut-être que je dans me les trompe, deux mais, cas, dans les deux cas, il y a toujours un risque. Dans les deux cas, il y a toujours un risque. ah De bah, toute évidemment, façon, quoi qu'il en soit, il y a toujours un risque. il y a- Après, t'as des mecs, il y a pas de risque, hein, tu vois, un Lane Johnson, t'as pas de risque. Je là, veux dire, tu sais que le mec va être bon, ouais, quoi. ça c'est Bon, après, Oui, une mais justement, exception. mais ouais. ouais, voilà. Et les Eagles ont un coaching de ligne offensive qui a une excellente réputation dans la ligue. Enfin, quand tu penses que un Jason Kelce, c'est à la base un 5e ou un 6e choix, un 6e tour de draft, et que le type, c'est un futur Hall of Famer, quoi, tout comme Lane Ah Johnson. bah, clairement. Donc, il y a aussi un aspect coaching qui est assez important. Donc c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Est-ce que Bobby Johnson, c'est la solution pour l'avenir? Faut voir, parce que... Mais je comprends très bien ta question de dire, bon, est-ce que c'est vrai, ça vaut vraiment le coup de continuer à investir sur la ligne offensive alors qu'on a déjà mis pas mal de pics élevés? Ce que je répondrais à ça, c'est qu'il y a eu une période où, au moment, les Giants, pratiquement à toutes les drafts, dans les 2 premiers tours, ils prenaient un defensive line. Et on se disait, mais c'est bon, là, on a Tuck, on Ouais, a c'est vrai, c'est on vrai. a Jason Pierre-Paul. Et le positionnement du GM, c'est-à-dire on n'a jamais suffisamment de defensive line parce que ça tourne tout le temps. Et je pense que c'est un peu la même chose côté ligne offensive. On a pêché par un excès inverse en ligne offensive où ça a été ignoré pendant trop d'années. On s'y est remis ces dernières saisons où on a commencé à prendre des gars. Faudrait pas forcément s'arrêter en si bon chemin. Ça veut pas forcément dire qu'il faut le prendre dès le premier tour, mais je serais pas contre l'idée d'avoir des linemen, enfin un lineman au 2e ou 3e tour. Si Nitti dit qu'il y a une classe qui est suffisamment profonde et qu'on peut encore trouver des joueurs intéressants dans les 3 premiers tours ou les 2 premiers tours, pourquoi pas. Côté receveur, on parle beaucoup de Marvin Harrison Jr., qui est le fils de Marvin Harrison. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était un receveur des Colts qui jouait avec Peyton Manning, qui était absolument monstrueux. C'est vrai que j'ai regardé un peu de son film en NCAA. Ça fait rêver d'avoir un joueur comme ça et l'avoir en tandem avec Jalen Hayat, bien sûr que ce serait pas mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que je vois, c'est qu'on est surtout en train de parler de joueurs offensifs et pas de joueurs défensifs pour le début de la draft. Je vous ai demandé vos satisfactions, vous avez dit que des joueurs défensifs, et je vous demande là où il y a des trous, vous dites que joueurs offensifs. Alors moi, j'amènerais une petite nuance quand même par rapport à ça, c'est que je pense qu'on va commencer à avoir des problèmes sur notre D-line, l'intérieur de la D-line, puisqu'à part Dexter Lawrence, c'est quand même assez léger. Oui, on a récupéré des vétérans qui sont moins mauvais que ce qu'on avait l'année dernière, mais quand même, là, on voit bien que dès que Dexter Lawrence n'est plus sur le terrain, c'est assez compliqué. Et les Patriots ont réussi à quand même jouer un peu trop facilement au sol. Et j'irais quand même, et ça rejoint, Thiago, ce que tu disais, qu'à un moment donné, on prenait des D-line tout le temps. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on était surpris. On disait, putain, mais des D-line, on en a 50. Pourquoi il nous prend encore un D-line? Bon, au moins, on n'avait pas de problème sur le poste. Et là, c'est vrai que peut-être que ça ferait partie, moi, si je devais mettre une faiblesse côté défense, ce serait là où j'irais peut-être chercher un mec dans les 2 premiers tours, puisqu'on a 3 picks, 1 au premier tour et 2 au 2e tour. Donc pourquoi pas aller choper il faut un remplacer mec, Leonard Williams il faut remplacer Leonard ouais. Williams qui a été D'ailleurs, Seahawks, juste pour info, tu fais bien d'en parler, Thiago, puisqu'il en a parlé dans sa conférence de presse aussi, où les gens lui demandaient pourquoi il l'avait drafté. Et il disait, en fait, à court terme, peut-être que c'est pas l'idéal, évidemment, mais sur la stratégie de long terme, et je trouve que c'est une très bonne manière de répondre, puisque t'as besoin effectivement d'être compétitif maintenant, mais tu regardes aussi sur le long terme et sur ce que va donner l'équipe dans les années à venir, et il disait que la compensation était suffisamment grande pour un joueur de son âge, avec son salaire, récupérer un 2e tour, c'était un peu inespéré, et c'est un peu tout ce qu'on s'est dit quand on a vu la compensation. On s'est dit, waouh, putain, un 2e tour, ah oui, quand même, on s'y attendait pas, quoi. On pensait pas que ça pouvait être aussi élevé, donc ça c'est assez cool. Dernière question que j'avais, et on va conclure là-dessus, et là ce serait plutôt pour Nitti, à moins que Gauthier tu te sois mis à t'intéresser à la NCAA à fond la caisse et que tu connaisses tous les joueurs.
Donc sur cette draft, il y a un consensus sur les 2 QB les plus forts qui reviennent toujours les mêmes. Est-ce que tu peux nous les rappeler, Niti, s'il te plaît? Je pense que tu es du même avis déjà. Oui. Est-ce que toi tu vois aussi ces deux-là comme les plus... Oui, parce que en fait, tous les deux, ils ont du potentiel pour être de futurs stars, puisqu'ils sont jeunes. Le premier, donc, c'est Caleb Williams, hein, c'est un junior, donc 3e année universitaire. D'ailleurs, petite info actu, il ne va pas jouer le dernier match à USC, ce qui, à mon avis, est un indice pour dire qu'il va se présenter à la draft. Voilà, clairement. Éviter de Donc se péter, c'est ça, voilà, sur c'est le dernier surtout match, ce ça. serait Et trop en con. plus, c'est un match de ball game, donc en général, ce sont les matchs que les joueurs potentiellement qui peuvent être au premier tour, voire dans les deuxièmes tours de la draft, évitent, parce que bah, c'est, comme tu le dis très bien, c'est pour éviter les risques de blessure. Donc il y a Caleb Williams qui joue à USC, et puis il y a Drake May, donc effectivement, qui lui est redshirt sophomore, donc il est en 3e année également, mais sauf qu'il a redshirt son année, ce qu'on appelle freshman, donc qui joue à North Carolina, et effectivement ce sont les 2 quarterbacks avec le plus haut potentiel pour être des futurs All-Pro, j'ai envie de dire, et des futurs quarterbacks de franchise. Alors, qui tu vois derrière ça? Est-ce que tu vois des surprises? Parce que à chaque fois, tous les ans, il y a des surprises. Je vous rappelle que comment il s'appelle le quarterback que les Jets prennent au 2e tour, qui est complètement pété là en ce moment là, qui a priori, j'ai même lu aujourd'hui qu'il voulait même plus Ah, jouer. c'est Zach Wilson, ouais. Mince, Bailey c'est quoi Zappi. son Zach Ouais. Wilson, Non, voilà, Zach Wilson, pardon. pendant longtemps était pas du tout dans le top 2, et puis finalement dans les dernières semaines ça a commencé à chauffer, il nous fait une passe en short avec en lançant à l'autre bout du terrain dans son dos machin, et voilà, et d'un coup tout le monde était chaud sur lui. Qui tu vois là comme QB qui pourrait quand même être intéressant sans être dans ce top 2, mais qui mériterait quand même d'aller choper avec avec un pick numéro 10, numéro 12, j'en sais rien, ou un QB qui pourrait tomber mais qui vaudrait quand même peut-être le coup, un Bonix, ou je sais pas, on entend plein de noms en ce moment. Qu'est-ce que tu verrais? Justement, le 3e quarterback pour moi, c'est Bonix. Bonix, c'est donc un joueur un peu plus expérimenté. Il a quand même fait 5 années en université. Donc c'est pour ça que sa cote est moins haute, puisque son potentiel a l'air limité. Mais finalement, je pense que le potentiel en tant que quarterback, j'ai envie de te dire, il peut durer 10-15 ans, le quarterback, tellement il est protégé, et tellement que c'est un joueur important. Je trouve que Bonix a montré à Oregon des choses incroyables, très intéressantes. Il a toujours quelques petits défauts, notamment au niveau de ses lectures, mais ça reste un quarterback très intéressant qui peut titiller une place de titulaire pour l'an prochain si jamais il arrive à faire une pré-saison de haut niveau avec une équipe NFL. Donc honnêtement, Bonix, il peut vraiment prétendre à un premier tour. De là à être un top 10, là, je pense qu'il faudra vraiment être très confiant sur le potentiel du gamin, et donc dans ce cas-là, être vraiment engagé à ce qu'il dure aussi longtemps, et de faire les mêmes saisons qu'il est en train de faire, notamment du côté d'Oregon. Après, j'ai un autre joueur. Ouais, vas-y. Ah, j'allais dire, il y en a que 3 ou il y en Non, a non, d'autres? justement, Enfin, il y en t'en as a un autre. d'autres qui peuvent prétendre à un premier tour, hein. Je dis pas qu'ils vont être dans le top 10, mais par exemple, alors là, lui, c'est un joueur qui peut peut-être potentiellement retourner en université, mais s'il se présente, c'est quasi sûr que c'est un top 10. C'est Quinn Ewers, le quarterback de Texas, puisqu'il est jeune. C'est comme Drake May, un Richard sophomore, donc il a beaucoup de potentiel. Il est très intelligent, c'est surtout ça, il est très intelligent, et surtout, c'est un vrai leader de terrain. Est-ce que c'est celui qui avait la coupe mulet Exactement, fut un c'est lui. temps? C'est Quinn Ewers, Ah. donc c'est le quarterback de Texas. Texas, en plus, est une équipe qui fait l'actualité en ce moment, puisqu'elle s'est qualifiée pour les playoffs de NCAA. Et donc, bah, on le verra à l'œuvre dans des matchs à coup près, on va dire. Et on va voir s'il a vraiment le niveau déjà en NCAA pour devenir, pourquoi pas, pour plus tard, une vraie star en NFL. Et après, je vais conclure sur un dernier quarterback un peu plus expérimenté, voire même trop expérimenté, puisqu'il a déjà 24 ans, il aura 25 en avril prochain. C'est Oh la vache, ah oui. Michael Penix Jr. Il est gaucher, c'est ça sa faculté, il est donc qui le caractérise, et il a vraiment un bras canon. Le quarterback de Washington, et justement lui aussi il va affronter Quinn Ewers justement en demi-finale de NCAA. Donc le match Washington-Texas vaudra vraiment le coup d'œil pour la fin de l'année. Ce sera fin de l'année, enfin le début de l'année prochaine plutôt, ce sera le 1er janvier le match. Mais clairement, ces deux joueurs peuvent faire partie du premier tour, plus Quinn Ewers que Michael Penix Jr., puisque Michael Penix Jr.,
c'est vraiment un quarterback avec un potentiel limité, donc peut-être un deuxième tour pour lui serait plus judicieux. À 25 ans, c'est vachement vieux. T'imagines, tu commences ta carrière pro à 25 ans? Ça me paraît ouf. Exactement. Ouais, on avait, c'est pas Rodarius Williams qu'on avait récupéré, qui avait 25 ans aussi, le cornerback, qui était frère de Grady Williams, qui était super vieux, qui était son grand frère et qui a été drafté 2 années plus tard. Enfin bref, je me souviens plus, mais il y avait une histoire comme ça. Dernière question pour toi. Quel joueur tu vois là dans le top 10 qui sont annoncés comme incontestablement dans ce top 10 et qui ne sont pas des quarterbacks et qui pourraient potentiellement être intéressants pour nous, pas forcément sur des postes où il nous manque, mais où s'ils tombent jusqu'à nous, mettons on a le pick 7-8, c'est un choix où tu peux pas passer à côté. Et sans parler de Marvin Harrison Jr. vous l'avez déjà cité. Josh Shane, il a dit dans sa conférence de presse, il disait, on lui disait comme question, est-ce que vous prenez prendre à la draft, vous allez prendre le meilleur joueur disponible? Il a dit, on va pas se le cacher, on va pas être timide, on va prendre le meilleur joueur disponible. Moi, si j'avais un comme joueur disponible et qu'on pourrait pas passer, imaginons on est à la place 8 ou 9, ça va peut-être surprendre, hein. Mais je vois bien un tie-end. Brock Bowers, le tie-end de Georgia. Il est juste impressionnant. En fait, c'est pas le plus athlétique, c'est pas le plus physique des tie-ends, mais c'est un joueur hyper intelligent. La manière dont il court ses tracés, c'est digne d'un joueur de NFL. La manière dont il rattrape les ballons, c'est pareil. La manière dont il gagne les yards après réception pour défoncer entre guillemets le linebacker, le safety, c'est prodigieux. Alors oui, vous allez me dire, on a déjà Darren Waller et Daniel Bellinger post tie-end, mais on n'a jamais trop de tie-end, j'ai envie de dire. Regardez les Patriots, hein, ils ont déjà fait. On n'a jamais trop de tout à chaque fois, on n'a jamais trop de corner, on n'a jamais trop de D-line, on n'a jamais trop de tie-end. Et en plus, Darren Waller est un joueur un peu ce qu'on appelle injury prone, donc avec un risque de blessure très élevé. Donc si on est dans le top 10 et qu'on n'a pas des joueurs de tackle ou quoi que ce soit, et s'il faut un vrai playmaker, je prendrais le tie-end Brock Bowers. Qu'est-ce que t'en penserais, Gauthier, toi, si on prenait un tight end avec le pick numéro 7? Là, tout de suite, là, on te dit, on prend un tight end avec le pick 7. T'es content ou t'es dégoûté? Je dirais pas dégoûté, je dirais un peu étonné, mais en même temps, j'ai pas vu le bonhomme, donc c'est difficile. Ça se trouve, en effet, il est absolument incroyable. Enfin, moi, je suis d'avis, et je vais dire ça pour provoquer, que si ton meilleur joueur, c'est un kicker, tu vois, si t'as un kicker qui est capable de te mettre des field goals de 90 yards, ça vaut pas le coup en premier tour. Tu vois, si c'est tellement exceptionnel qu'il éclate tous les autres joueurs, peu importe le poste. Tu vois, je n'ai jamais cru en ce mantra qui dit non, faut pas prendre un running back dans la draft, non, faut pas prendre un guard dans le top 5, non, faut pas. On s'en fout. Ok, je suis d'accord, il y a une histoire, mais tu vois, par exemple, quand je dis running back, je pense à Saquon Barkley. Saquon Barkley, si tu lui enlèves les blessures, il aurait eu une carrière incroyable. Bon, avec des sites, tu mettrais Paris en bouteille. Mais un autre joueur que j'aurais bien voulu prendre à cette draft, si ça n'avait pas été Saquon Barkley, c'était Quentin Nelson, qui a aussi eu une très très bonne carrière, même si en ce moment c'est plus trop ça. Et beaucoup de gens disaient faut pas prendre un guard dans le top 5. Et on dit aussi parfois qu'il faut pas prendre un tight end au premier tour, que ça ne vaut pas le coup. Bon, si ce gars-là en vaut la peine, pourquoi pas. Après, si on prend autre chose qu'un quarterback et autre chose qu'un Marvin Harrison Jr. Dans le top 10, je serais aussi intéressé de savoir, et c'est une question pour toi, Niti, quel joueur défensif vaudrait le coup. Et là, j'ai aucun a priori sur un poste en particulier. Ça peut être encore un edge rusher parce que, tu vois, Aziz Ojulari, il déçoit malheureusement, mais on a besoin d'aide à n'importe quel poste. Adoree Jackson, on va pas le garder indéfiniment. Xavier McKinney, on ne sait pas s'il va rester l'année prochaine. Enfin voilà quoi. Quel joueur défensif serait intéressant à ce niveau-là? J'en ai deux en poste d'outside linebacker, effectivement dans le top 10. Le premier, il joue à Florida State, c'est Jared Verse. Alors si vous regardez le prototype du bonhomme, il est juste monstrueux. C'est un monstre physique. Mais par contre, peut-être qu'il est physique, mais la puissance, c'est pas encore ça. Mais c'est un joueur avec un potentiel énorme et un parcours atypique. Il réalise une nouvelle saison à 9 sacs cette année, à 9 sacs l'an dernier, alors qu'il vient tout juste d'arriver de 2e division. Donc c'est vraiment un joueur avec un gros potentiel. Le deuxième, il joue à Alabama.
c'est Dallas Turner. Donc, c'est un joueur, un mini Will Anderson. Je dis mini parce que voilà, il n'a pas la même production statistique que le joueur des Texans, mais clairement Dallas Turner, c'est un potentiel aussi, c'est une belle technique. Il manque encore peut-être un peu de puissance, mais c'est une très belle technique et surtout il est très très agile. Moi j'aime beaucoup ce joueur également. Je vais en parler d'ailleurs lors du prochain podcast draft que je vais faire avec Victor. Sur Touchdown Actu, je vais parler de Dallas Turner. Et clairement, c'est deux joueurs que j'aime beaucoup dans le top 10. Il y en a beaucoup, hein, des edge rushers également qui peuvent prétendre dans le top 10. J'en ai cité deux là, mais il y en a au moins 3 ou 4 qui peuvent prétendre pour remplacer Aziz Ojulari. C'est vrai qu'on doit penser à ça également. Ouais, alors malheureusement, il s'appelle Dallas, et ça, du coup, ça ne pourra pas fonctionner. Ça, Peut-être un dernier joueur que peut-être. Oui, mais si, mais ça. Vas-y, pardon. Là, ce que j'allais dire, c'est que si on prend un joueur qui s'appelle Dallas et qu'il met la pâtée aux Cowboys chaque saison, on pourra le ressortir. Tu vois, Dallas Dallas, ouais, ça peut être rigolo. Ouais. Et puis peut-être un dernier joueur, peut-être un joueur de ligne offensive que j'avais complètement zappé, qui est top 10 sûr, mais voire même peut-être top 5 si jamais les Giants l'ont. C'est Olu Fashanu. Olumuyiwa Fashanu, c'est le joueur de Penn State. Si vous regardez le prototype aussi du garçon, c'est un joueur plus physique qu'Evan Neal. Je pensais qu'il n'y avait pas mieux comme physique qu'Evan Neal, mais oui. Et c'est un joueur plus mobile que notre tackle droit. Lui, il a joué à droite d'abord et puis il a joué ensuite à gauche. Mais vraiment en protection de passe, c'est l'un des meilleurs de la QV. C'est peut-être meilleur que beaucoup de tackles que j'ai vus l'an dernier. Donc, C'était pas un peu ce qui s'était passé avec Evan Neal, il était à droite et après il était passé à gauche et du coup... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il est meilleur à gauche, Olu Fashanu, pour te dire la vérité par rapport à... Ouais, bah du coup c'est pas ouf du coup, parce qu'à gauche on a déjà quand même un rock. Oui, donc, c'est ça, mais je pense que voilà, vu que notre identité c'est aussi le jeu au sol, il s'est amélioré notamment à Penn State qui joue beaucoup au sol. Donc voilà, la mobilité est là. Les fondamentaux du poste, en tout cas en protection de passe, sont là. Même si lors des grands matchs, il n'a pas forcément été à son avantage, mais clairement, le joueur vaut le coup vu le potentiel. Ok, bon, et ben merci beaucoup pour toutes ces informations. On a maintenant matière pour aller taper des vidéos YouTube de highlights. On a les noms des joueurs à aller regarder. On va finir rapidement. Donc cette semaine, on était en bye week. On rencontre les Packers ce week-end. Je ne sais pas exactement à quelle heure. Et puis je n'ai pas trop accès à Internet là avec la situation dans laquelle je suis actuellement. C'est le Sunday Night. Les Packers, ils sont sur le match du lundi, je crois. C'est ça. Ouais. Ok. Les Packers sont, si je dis pas de bêtises, sur une série de 3 victoires consécutives. En tout cas, j'ai vu le stade de Jordan Love sur les 3 derniers matchs, c'est 9 TD, 0 interception, quelque chose dans ce genre-là. Ils viennent de battre Kansas City, les Chiefs. Donc ça va pas être évident. On le voyait un peu quand un match, on disait bon, ça va, ça devrait aller, les Packers, ça a l'air jouable cette année. J'ai l'impression qu'on les tape au plus mauvais moment, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, clairement, là, ils sont sur une bonne série. Et en plus, Matt LaFleur, en 4 saisons chez les Packers, est invaincu en décembre. Donc, est-ce que... Ah bon? Ça, c'est une stat à l'américaine. Ouais. Ouais, c'est bien sûr que c'est une stat à l'américaine, puisque ça veut tout et rien dire. Mais si tu regardes globalement les stats des Packers en attaque, ils sont bien positionnés en TD à la passe, ils sont moins bons à la course, hein, ils sont 21e en yard, 24e en TD. Et côté défense, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont une défense qui est quand même correcte contre la passe. Par contre, c'est une catastrophe contre la course. Ils sont 29e contre la course défensive. Ah ouais. Donc c'est peut-être sur ce point-là qu'il va falloir insister, du Barclay. Et puis quelques passes de la part de Tommy DeVito, ou Tommy Cutlets, comme les Américains l'appellent. L'année dernière, on les avait battus à Londres. Là, c'est une équipe qui est complètement différente, hein, qui n'a plus Aaron Rodgers. On a un Jordan Love qui est manifestement bien installé dans l'équipe. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, ça se passe chez nous. Donc c'est Monday Night Football chez nous. C'est ça. On va pas forcément tabler sur une victoire là. Ce serait très étonnant.
Et pourtant, si on veut se qualifier en play-off, c'était le sujet de l'article que j'ai posté dimanche sur Only a Giant Blog. Il faudrait qu'on ait minimum 4 victoires, 1 défaite, sachant qu'on affronte aussi 2 fois les Eagles sur ces 5 derniers matchs. Autant dire que ça a peu de chances d'arriver. Bah les Packers, honnêtement, ils Bon. ont une belle équipe en ce moment. Ils ont une bonne dynamique. Ils viennent de battre les Lions et les Chiefs, qui ont été quand même les deux des équipes au top de la NFL. Donc après, est-ce que affronter une plus faible équipe, ça va pas jouer sur leur motivation? Ça, on sait pas. Après, l'équipe est très jeune. Je pense que l'équipe est bien construite, à mon avis, avec des receveurs jeunes, une ligne offensive qui a été rajeunie et qui est plutôt très bonne. Donc, ouais, Jordan Love, attention à lui. Donc, la défense devrait être à son meilleur. Alors, je sais pas si on va récupérer Dexter Lawrence pour ce match, ou si on aura un changement de quarterback, qui sait. Mais bon, voilà. Moi, je ne pense pas, à mon avis. Mais voilà, ils sont favoris, effectivement, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On arrive quand même avec 2 semaines pour se préparer. Et effectivement, si Dexter Lawrence pouvait jouer, ça, évidemment, ce serait un gros atout pour nous. Et on a vu, dès qu'il n'est pas là, forcément, ça fait un gros trou au milieu de la ligne défensive. Et ça change beaucoup de choses. Et même parce que on pense forcément à la course, mais même aussi pour mettre la pression sur le quarterback. Les statistiques de Dexter Lawrence, sont incroyables. Il a des statistiques de mecs qui jouent sur l'extérieur alors qu'il joue à l'intérieur. J'avais fait une liste du nombre de pressions qu'il a mis sur le QB et il a, le gap, il est mais impossible à rattraper pour les autres joueurs qui jouent aussi à l'intérieur de la ligne, tellement il est devant. Donc c'est vraiment un phénomène. Et bien écoutez, merci à tous les Ça deux. sent la saison All-Pro et Pro Bowl encore une fois. Ah ouais, c'est clair. C'était juste dire Dexter Lawrence, s'il se retrouve pas All-Pro, il y a un souci. Ouais, et ça m'étonnerait même pas, il y a tellement de trucs bizarres qui se passent en NFL que bon. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Merci à tous les deux pour vos avis éclairés pour ce podcast de Bye Week et on se dit la semaine prochaine pour débriefer de ce match contre les Packers. À plus tout le monde, salut.